Combien de patrimoine doit-on avoir à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Et surtout, est-ce que c'est la bonne question? On a toujours besoin de se comparer, d'avoir des indicateurs, nos montres Strava, nos comptes Colbert ou Finari pour suivre nos différents placements financiers. On a besoin de savoir où on en est. Alors, dans les faits, il n'y a pas de bonne réponse à ça, vous l'avez deviné. Ce que je peux vous dire, c'est peut-être deux choses. Un, comment est-ce que se situent la plupart des ménages français sur ces différentes tranches d'âge en moyenne, selon l'INSEE? Et deux, quelles sont les approches peut-être alternatives pour regarder ça et qui sont peut-être plus intéressantes pour vous aider à construire votre patrimoine et à prendre les bonnes décisions avec des méthodologies ou des ratios qui sont utilisés par nos amis américains qui, eux, pilotent quand même leur patrimoine pour financer leur retraite. Donc c'est quand même une guidance ou une aide utile. Et enfin, peut-être surtout, ce qui est le plus important selon moi, c'est pas ce que vous avez, combien vous avez, mais surtout comment est constitué votre patrimoine en fonction de ces différentes tranches d'âge. En gros, entre 20 et 25 ans, en moyenne, les gens n'ont pas de patrimoine. Entre 25 et 35 ans, c'est un début de constitution du patrimoine, souvent avec de l'achat immobilier. Là, on commence à avoir un patrimoine brut autour de quelques centaines de milliers d'euros, souvent le prix de son immobilier, et un patrimoine net d'à peine quelques dizaines de milliers d'euros qui reflète plutôt notre capacité à rembourser annuellement, finalement, ce crédit. Au-delà de 40 ans, ça commence à être en centaines de milliers d'euros, en moyenne en France. Voilà. Et puis évidemment, ça évolue continuellement. Donc, vous avez le benchmark, vous pouvez regarder plus en détail si ça vous intéresse, mais encore une fois, pour nous, c'est pas les critères les plus intéressants. Ce que je trouve intéressant, c'est plutôt l'approche américaine. En gros, à 30 ans, selon les Américains, vous devez avoir une fois votre revenu en patrimoine. Votre revenu annuel, évidemment. À 40 ans, c'est d'avoir 3 fois son revenu annuel, et à 50 ans, 6 fois. Vous voyez que ça s'accélère. Pourquoi c'est intéressant? C'est que finalement, à quoi sert un patrimoine en théorie? Un patrimoine, ça sert à se prémunir des risques de la vie. Nous, dans les économies, disons, de social-démocratie, on compte sur l'État pour financer notre assurance chômage, notre santé, mais également notre retraite. Et là, vous l'avez peut-être remarqué ces dernières années, ces derniers mois, cette prévision est de plus en plus incertaine. Donc, commencer à raisonner de cette façon-là, ça nous paraît intéressant. Maintenant, au-delà de ces ratios, qui, à mon avis, sont quand même très justes, comment est-ce qu'on doit construire son patrimoine en fonction des différentes tranches d'âge? Là, à mon sens, il faut raisonner en arc de cercle. C'est-à-dire que le patrimoine, c'est un point de départ, vous avez du temps et vous avez de l'énergie. Il faut transformer ça en travail, qui va être transformé lui-même en revenu, puis en épargne. Et là, on va épargner progressivement pour convertir finalement notre travail en capital. Et plus on va inverser exactement cette logique, c'est-à-dire qu'on va transformer son capital en revenu, puisqu'on n'aura peut-être plus l'énergie et le temps pour travailler. Donc quand on est au point de départ, donc 20-30 ans, l'idée, c'est d'être le moins tactique possible dans son approche de l'investissement. On n'a pas de capital, on n'a pas vraiment de risque. Et donc, on peut s'investir sur les marchés financiers, notamment sur les actions, de manière régulière. C'est le fameux DCA, dont vous avez certainement entendu parler, c'est-à-dire Dollar Cost Averaging. On investit tout le temps dans les actions et on va essayer de capter la performance moyenne de cette classe d'actifs qui est globalement la plus rentable et par ailleurs la plus liquide. Donc plus on va construire une épargne importante, plus on va construire un capital, plus il va falloir être tactique. L'idée, c'est qu'on peut maintenir un DCA, même sur des très gros patrimoines ou revenus, dès lors qu'on est capable de verser, selon nous, à peu près 20% du montant total investi sur son DCA. Pour les plus aventuriers, on peut dire 10%. Pourquoi? Parce que s'il y a un gros choc de marché, on est capable d'aller lisser son point d'entrée, peu importe la somme qu'on a. Donc si vous êtes en dessous de ce seuil et que vous avez construit un patrimoine ou un capital qui vous permet plus de lisser au moins 10 ou 20% de votre capital investi, là il faut commencer à être plus tactique. Et c'est là qu'on va commencer à introduire d'autres stratégies, ça peut être d'autres classes d'actifs, les obligations, ça peut être l'introduction aussi de non-cotés, mais ça peut aussi être des produits tactiques par construction, comme des produits structurés où on va fixer finalement des bornes de performance, mais aussi de protection du capital qui vont mieux correspondre avec cette gestion. J'interromps la vidéo 1 minute pour vous parler de notre guide bourse. Il est actuellement en kiosque. Des premiers pas au premier million, comment investir en bourse. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a des liens cliquables dans la description de cette vidéo pour pouvoir vous abonner à nos revues. À très bientôt, merci beaucoup. Et la troisième partie, où on va être vraiment très tactique, l'idée ça va être d'utiliser quand même ce patrimoine à terme pour en jouir. Donc la méthode la plus connue historiquement et qui a été faite par beaucoup de Français, c'est d'acheter de l'immobilier et de capter les loyers au moment de la retraite. On a remboursé les crédits et on récupère donc directement les loyers. Maintenant, il y a tout un tas d'autres solutions pour le faire. C'est vrai que l'immobilier, c'est
un petit peu difficile en France, notamment de par le cadre fiscal qui évolue pas dans un sens très accommodant pour les propriétaires. Et donc, typiquement, des stratégies d'investissement en dividendes. Ça peut également être des stratégies d'investissement en dividendes sur les sociétés immobilières cotées. Donc, c'est très lisible. C'est exactement la même logique, ou des produits de distribution, que ce soit des produits de distribution par essence, comme des actions à dividendes, on connaît bien l'exemple de Total ou Air Liquide, peuvent être des options intéressantes à ce moment-là. En résumé donc, peu importe combien vous avez, l'idée c'est plutôt d'avoir la stratégie la plus adaptée à votre âge et à votre positionnement sur l'arc de cercle.